Le 15 septembre 2018 avait lieu l'inauguration de la pose de la plaque au profit du général Pierre Ismer à Haringos dans les Landes. Ce dévoilement avait lieu devant Jean-Luc Dubroca, maire d'Haringos, du général Flavien de Broissia, président de l'Amicale des Dragons et en même temps ancien chef de corps du 2e régiment de dragons, de Jean, aumônier de la base aérienne 118, de Pierre de Ligondès, président d'un groupe de reconstitueurs accompagné du 3e bataillon des chasseurs de montagne, et de M. Gonzague Espinosa d'Assonville, délégué régional Aquitaine du souvenir napoléonien et docteur en histoire spécialisé sur le Premier Empire. Nous nous étions rassemblés en début d'après-midi du côté de la mairie. Pierre de Ligondès nous avait présenté son groupe, et par une chaleur de septembre, nous dirigions en direction de l'église. Là, nous avons marqué une halte, nous nous sommes rassemblés, puis j'ai pris la parole pour expliquer à tous ceux qui étaient présents quel intérêt présentait le général Ismer. Voici le texte que j'avais eu l'occasion de lire. Le général Pierre Ismer aura connu 4 morts et une résurrection. Une mort militaire en 1815, victime d'un complot royaliste. Une mort naturelle, prématurée, en 1826, antichambre de la mort financière de la famille Ismer. Une mort identitaire, le 4 avril 1894, lorsque le baron Gérard, nouveau propriétaire du château, donateur de l'église reconstruite d'Haringos, omettra de faire reposer la pierre tombale sur sa sépulture. Puis une mort scripturale, car tous écrits personnels ont été détruits lors de l'évacuation de la Moselle en 1939. 45 454 jours se seront écoulés depuis le 4 avril 1894. Je note le premier 4 pour le jour, le deuxième 4 pour le mois, le dernier 4 pour l'année, et j'ai 4 avril 1894. Mystère de la jonglerie des chiffres qui nous conduisent à la résurrection du 15 septembre 2018. Si la mémoire est bien la réparation des oublis de l'histoire, le travail entrepris pour aboutir à la pose de cette plaque est le fruit d'un désir collectif dont il convient de rendre hommage aux différents acteurs. Merci, monsieur le maire, pour nous avoir suivis. Merci, mon général, pour le soutien sans relâche du souvenir français des Landes. Merci, mon général, car l'amicale du 2e régiment de dragons nous a mis le pied à l'étrier. Merci à la mobilisation au pas de charge de l'association de conservation des monuments napoléoniens. Merci à mes camarades de Toulouse. Merci aux délégués du souvenir napoléonien d'Aquitaine et aux reconstitueurs du 3e bataillon des chasseurs de montagne d'avoir appuyé avec leur colonel cette charge générale. Merci à monsieur l'aumônier militaire, Jean, du culte catholique, de bénir cette plaque et d'apaiser l'âme de mon fougueux ancêtre. Face à cette plaque, je mesure les 45 454 jours de cette déshérence et la générosité que vous avez apportée. Le général n'a pas eu de petits-enfants. Il ne reste que des branches collatérales dont la mienne, qui est la seule à avoir entendu les galops incessants du général à la recherche de l'éternité mémorielle. Mon ami Gonzague évoquera tout à l'heure cette vie trépidante. Sur la gerbe figure une inscription « Au héros du 20 juin 1792 ». Ce jour-là, un garde national de 24 ans, républicain, qui a déjà 9 ans de service, dont 6 comme grenadier dans un régiment d'élite de garde suisse, le Salis Samaden, reçoit directement du général commandant la place de Paris la mission de protéger l'accès aux appartements de la reine et de Madame Élisabeth coûte que coûte, au péril de sa vie,
du haut de son 1,80 m. Il va tenir tête, baïonnette au canon, à des tueurs armés de haches, venus tuer la famille royale. Son général, qui a 70 ans, vient lui annoncer que Madame Élisabeth, sœur du roi, est en sécurité. Cette arrivée donne du regain aux assaillants. Les coups vont s'abattre, quand Pierre Ismer les pare et couvre de son corps celui du général. Par son courage, son savoir-faire, sa maîtrise, il a sauvé 2 vies humaines proches du roi. Lui, un républicain, fils d'un sellier mosellan, qui à 15 ans, grâce au curé du village, parlait le français, l'allemand et bien sûr notre dialecte mosellan. Le roi Louis XVI le nommera officier quelques semaines plus tard. Pierre Ismer repose désormais, avec son nom et ses titres, ici à Haringos. À Tétain-sur-Nide, son village natal, une rue porte son nom. Vous pouvez être fier de l'avoir comme voisin. Il me rappelle, plus proche de nous, un certain Kevin Philippi, jeune policier, qui, le 18 mai 2016, sortit d'une voiture qu'avaient enflammé ses agresseurs. Le ministre de l'Intérieur dira « Ce qui m'a rendu très fier de vous, c'est l'extrême maîtrise qui a été la vôtre. Parce que le temps des manifestations et des tensions aura passé, on retiendra une image, celle d'un policier sortant du véhicule, avec un seul et unique objectif, celui de protéger sa collègue. Merci à mon épouse d'avoir supporté depuis 3 ans l'ampleur démesurée qu'avait pris Ismer, nous menant sur les lieux de ses charges. Cher ancêtre, après la bénédiction, votre âme aura atteint l'immortalité du repos éternel. Aucune diane ne vous réveillera plus. S'il vous plaît, confiez votre cheval à l'écurie et profitez de votre retraite. Herr General, ich wünsche Ihnen eine schöne Ruhestand in Haringos. Mein lieber Verwandt, alles gut und Glück auf. Bis bald. Merci mesdames et messieurs d'être venus aujourd'hui pour entendre la trajectoire que je vais vous faire découvrir, donc la trajectoire du général Pierre Ismer. Et je suppose que pour beaucoup d'entre vous, le nom du général ne vous était guère familier. Alors, mis à part des érudits locaux ou des férus d'histoire militaire et du Premier Empire, il faut bien dire que la mémoire du général Ismer n'est pas parvenue jusqu'à nous. Et pourtant, comme vous allez le voir, le général Ismer a accompli de nombreux actes de bravoure durant une carrière somme toute exemplaire. Le problème vient justement de la saturation de ce type d'actes qui ont émaillé l'épopée napoléonienne. Confronté au même problème, un général que vous connaissez mieux, le général Lamarque, disait à ce sujet que ses actions ne parlaient pas aux gens, car 100 de ses camarades en avaient fait autant et plus que lui. D'autant qu'à partir de 1808, jusqu'à la fin de l'Empire, Ismer se trouve loin du circuit principal, loin de Napoléon, sous le commandement duquel étaient prodigués les dividendes de la gloire impériale. Il faut dire aussi qu'entre 1804 et 1814, l'armée française a compté jusqu'à 1500 généraux, bien qu'ils n'aient pas tous eu la même trajectoire qu'Ismer. Enfin, dernier critère d'oubli, à mon sens, à l'échelle locale, c'est que le général Ismer ne soit pas né dans les Landes, comme l'ont été le général Durieux à La Rivière, le général Lamarque à Saint-Sevé, le général Darricot à Tartas, etc. Je pourrais détailler plus abondamment. Et le général Ismer est arrivé tardivement à Haringos par les hasards de la guerre et des affectations, et donc il n'a pas vécu assez longtemps pour devenir un notable respectable et respecté, ancré et enraciné dans son terroir, obligeant sa famille à chercher refuge ailleurs. Et la famille du général Ismer était en fait originaire de Moselle, plus précisément du petit village de Tétain-sur-Nide,
à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Metz, comme vous pouvez voir sur la carte. À l'époque, Tétain, en 1793, selon le recensement de 1793, Tétain avait 628 habitants. Pour faire une échelle comparative, Aringos en 1793 c'était 705 habitants, c'était à peu près similaire. Depuis le XVIe siècle, les membres de la famille Ismer exerçaient la profession d'artisans selliers, c'est-à-dire qui fabriquaient des selles, bien sûr, mais aussi des ouvrages de sellerie comme les harnais. Ils s'occupaient également des coussins et des tapisseries, des voitures hippomobiles. On retrouve également d'autres branches de la famille comme le laboureur, tandis que certains ont exercé la fonction d'échevin. Le père du futur général, qui s'appelait Pierre également, était aussi un artisan sellier, tandis que sa mère, Catherine Jacob, veuve d'un premier lit, était issue d'une famille de tisserands. Ensemble, ils ont eu 7 enfants, 4 filles, 3 garçons. Le futur général, donc, qui s'appelait Pierre, est né le 30 mai 1768 et le premier enfant viable du couple. Si les parents du général semblent n'avoir eu qu'une éducation rudimentaire, puisqu'ils ne pouvaient pas signer de leur nom sur les registres paroissiaux, Pierre Ismer a appris au contraire à lire et à écrire avec le curé du village, si on en croit sa belle écriture et une orthographe très correcte pour l'époque. La présence constante de garnisons militaires dans le nord et dans l'est de la France, donc les régions frontalières, a probablement poussé le jeune Ismer à s'engager à l'âge de 15 ans, en 1783, comme fusilier dans le régiment suisse de Salis-Samad. Comme vous pouvez voir à l'écran, les uniformes. Le régiment suisse de Salis-Samad était l'un des 3 régiments au service du roi de France qui a accepté les Mosellans germanophones. Cette unité faisait également partie des 11 régiments suisses de l'armée française, en plus des 100 suisses et des gardes suisses qui composaient la garde royale du roi. Si on en croit sa fiche de recrutement conservée dans son dossier militaire à Vincennes, Pierre Ismer mesurait déjà 1,80 m. Quand on sait que la moyenne des Français à l'époque était à peu près d'1,62 m, celle d'un Landais c'était à moins d'1,60 m, on peut dire que là qu'il fait figure d'un géant. À titre comparatif, on peut dire que Napoléon mesurait 1,69 m, Murat, le futur maréchal, 1,80 m, et le plus grand des maréchaux de Napoléon, le maréchal Mortier, mesurait 1,94 m. Après son engagement, Ismer part en garnison dans le nord de la France. En 1787, il passe dans la compagnie des grenadiers, c'est-à-dire la compagnie d'élite de son régiment. Entre 1783 et 1789, il est successivement en garnison à Dunkerque, à Boulogne, à Calais, à Saint-Omer, à Arras aussi. La principale mission de son régiment suisse et des 3 autres qui stationnent dans cette partie du royaume est le maintien de l'ordre, car derrière la couverture des frontières se cachaient en réalité des missions de surveillance des quartiers populaires. Ces régiments étaient aussi qu'à 4 jours de marche de Paris, alors que les garnisons de l'Est de la France étaient à 10 jours. Au mois de juillet 1789, son régiment est envoyé en garnison à Beauvais, puis à Mantes, avant de camper sur le champ de Mars à Paris. La ville était en effet en ébullition après le renvoi du ministre des Finances Necker, mais aussi par l'augmentation du prix des grains. Le roi avait alors fait rapprocher les troupes pour parer à toute éventualité quant au maintien de l'ordre. Le 12 juillet, Ismer fait partie des 32 grenadiers de son régiment qui sont détachés pour renforcer la garnison de la Bastille. Le 14 juillet, donc vous savez tous, après de la Bastille, 21 d'entre eux, donc les 32 grenadiers qui étaient partis renforcer la garnison de la Bastille, 21 d'entre eux meurent en défendant la citadelle, tandis que les 11 autres sont sauvés par les gardes françaises, c'est-à-dire l'un des régiments qui composait la maison militaire du roi, et qui avait rejoint les émeutiers parce que la plupart étaient composés de Parisiens. Et ils avaient l'habitude d'être en garnison à Paris. Le soir même, Ismer et 126 autres de ses camarades décident de déserter pour s'engager dans la garde nationale soldée, commandée par le marquis de Lafayette. Alors, ces cas de désertion ne sont pas des cas isolés, puisque beaucoup de régiments ont été fortement éprouvés durant ces journées de juillet. Il n'y a pas que le 14 juillet, c'est toute une semaine d'ébullition. Et de nombreux soldats suisses et de régiments de ligne avaient choisi de rejoindre une unité mieux considérée des Parisiens. Ismer est intégré dans le 30e bataillon des Pères de Nazareth, comme vous pouvez voir à l'écran sur le dessin de droite, vous voyez le drapeau de son bataillon. Et donc ce 30e bataillon des Pères de Nazareth, c'est le nom du quartier, composé en grande partie des anciens soldats des gardes françaises. Il tient garnison à la tour du Temple,
ce vieux donjon qui datait du XIIe siècle et qui se trouvait à l'époque dans le 3e arrondissement de Paris, c'est-à-dire dans le nord du quartier du Marais, qui a été rasé en 1808, et qui a été aussi la prison de la famille royale en 1892-93. De là, donc, il pouvait surveiller les soubresauts de la Révolution, et comme m'a appris tout à l'heure mon ami Jean-Pierre, il était en même temps limonadier, en même temps qu'il servait dans la garde nationale. Le 20 juin 1792, on le retrouve en défenseur des Tuileries, ce qui va être son premier acte de bravoure de sa carrière militaire. À ce moment-là, Louis XVI livrait un bras de fer avec les députés, et cet affrontement puisait son origine dans la politique religieuse menée depuis la nationalisation des biens du clergé en 1791. Le roi opposait son veto au décret de l'Assemblée à l'encontre des prêtres réfractaires, ce qui avait pour conséquence de bloquer le processus législatif. Aussi, Louis XVI s'était opposé à la création d'un camp fédéré pour défendre Paris, puisque rappelons que 3 mois plus tôt, la France était entrée en guerre contre l'Autriche et la Prusse, et qui venait en plus de remporter plusieurs succès aux frontières. Le roi avait par ailleurs fini par renvoyer ses ministres girondins pour les remplacer par des personnalités issues des feuillants, c'est-à-dire des modérés, et donc qui étaient a priori plus favorables à la monarchie. Cette décision a poussé les clubs parisiens à réagir. À l'initiative de ces girondins qui ont été évincés du gouvernement, une manifestation est organisée. Les sans-culottes du fameux brasseur Santerre, qui sera plutôt général en Vendée, qui sont venus des faubourgs populaires de Saint-Antoine et de Saint-Marcel, sont mobilisés pour demander à l'Assemblée de priver le roi de son droit de veto avant d'investir la cour des Tuileries, qui est juste à côté de l'Assemblée. Entre-temps, la municipalité de Paris, dirigée par Bailly, fait appel à la garde nationale pour encadrer les manifestants. Ismer et les unités soldées sont quant à elles chargés de la sûreté du roi au palais des Tuileries, puisque les Suisses sont en garnison à Courbevoie et que la garde constitutionnelle du roi n'a pas été convoquée pour l'occasion. Malgré le dispositif donc, du maire de Paris pour maintenir l'ordre, le palais du roi est envahi par la foule, comme vous pouvez le voir derrière moi, dans lequel sont mêlés des fauteurs de troubles, armés et désireux d'en découdre. Les canonniers venus du Val-de-Grâce sont pointés leur canon sur les portes du château. Avec son bataillon, Ismer a pour mission d'interdire le grand escalier qui mène aux appartements de la reine et de la sœur du roi, Madame Elisabeth. Mais la ligne de défense est rapidement rompue par les assaillants. La garde nationale se replie alors dans la première salle des appartements royaux. Là, le vieux général de Wittinghoff, commandant la division militaire de Paris, tente de calmer les esprits et envoie Ismer et un autre garde barrer l'accès des appartements de la reine, tandis que certains manifestants armés de haches, comme j'ai dit, ont déjà défoncé les portes des appartements de Madame Elisabeth. Comme vous pouvez voir sur cette gravure. Dans ce tumulte, le général Wittinghoff manque de se faire tuer, sans l'intervention opportune du grenadier Ismer, qui part le coup de hache de l'assaillant avec le canon de son fusil, et avant de le renverser de l'eau de son 1m80. La sœur du roi en profite donc, pour rejoindre son frère, tandis qu'Ismer est molesté par les éléments les plus vindicatifs de la foule. Il réussit toutefois à s'extirper en amenant avec lui son général, aussi mal en point que lui. Et malgré tout, les manifestants arrivent dans les appartements du roi et à l'acculer dans l'embrasure d'une fenêtre. Louis XVI va alors subir pendant 2 heures le défilé de la foule avec le courage passif qui est le sien. Il va accepter de coiffer le bonnet phrygien et de boire à la santé de la nation, mais au final, il n'aura rien concédé. Vers 22 h, le château est finalement évacué par la municipalité parisienne qui a été complètement dépassée par les événements. Finalement, le roi va bien s'en tirer puisque cette intrusion dans son palais a provoqué un mouvement de réaction à Paris et en province. Et les gens ont été en fait choqués par l'atteinte faite à la personne du roi qui était encore très respectée à ce moment-là. Quelques temps plus tard, Ismer a l'honneur d'être présenté par le général Wittinghoff à la famille royale. Le roi reconnaît son acte d'héroïsme lors de cette journée du 20 juin et le promeut lieutenant dans une unité nouvellement constituée, la Légion germanique. Alors qu'est-ce que la Légion germanique ? Au départ, elle avait été constituée pour enrôler des patriotes allemands partisans de la Révolution. Devant leur fameux nombre, on avait incorporé des déserteurs des armées autrichiennes et prussiennes, des Suisses, mais aussi des Français, généralement des germanophones originaires d'Alsace et de Lorraine.
Malgré une langue commune, donc l'allemand, ce subtil mélange n'a pas aidé à la cohésion. On trouve toutefois des officiers qui ont une très grande carrière. On retrouve donc le futur maréchal Augereau et le général Marceau, futur héros républicain qui sera tué en 1796. La Légion est envoyée en formation à Fontainebleau jusqu'en décembre 1992. Elle servait principalement d'escorte pour convoyer les vivres vers la capitale et de force d'appoint pour la gendarmerie de Paris. Ismer est intégré dans la compagnie des cuirassiers légers, comme vous pouvez d'ailleurs voir. Alors, ce n'est pas tout à fait l'uniforme des cuirassiers légers de la Légion germanique, mais c'est ce qui se rapproche le plus, puisque le chef de la Légion germanique, le colonel Dambach, s'est inspiré probablement des carabiniers d'une petite principauté allemande du Nord, Schornburg-Lippe. Et vous voyez qu'il est équipé d'un matériel assez nouveau, notamment d'un casque mécanique et d'armure protégeant le thorax, les bras et les cuisses. Pendant quelques semaines, la Légion germanique est envoyée dans les Ardennes pour intégrer l'armée du Nord du général Dumouriez, mais on lui faisait tellement peu confiance qu'on la retira rapidement de ce front pour l'envoyer à l'armée des Pyrénées. Là, le commandement était sûr de ne pas retrouver en face d'eux des Prussiens et des Autrichiens qui auraient pu débaucher ces légionnaires. L'insurrection vendéenne change finalement sa destination finale. Ismer est ainsi envoyé à Tours, mais à cet endroit-là va avoir des problèmes au sein de la Légion, puisque son état-major est traversé par des graves dissensions. Son chef, comme j'ai dit, Dambach et ses adjoints sont décrétés d'arrestation par les représentants en mission pour, je cite, crimes contre-révolutionnaires. Formule assez vague mais assez large pour embrasser toutes les possibilités d'éviction des personnes incriminées. Mais certains soldats avaient crié « Vive le roi !», ce qui était à ce moment-là très mal vu. Les représentants en mission alors procèdent à une réorganisation en s'appuyant sur des Français aux postes clés. Et c'est ce qui profite à Ismer, puisque le 12 mai 1793, il devient capitaine. Les dysfonctionnements persistent toutefois au sein de la Légion, alors que celle-ci s'apprête à faire son baptême du feu contre les Vendéens. Le 9 juin 1793, les cuirassiers légers sont écrasés à Saumur par l'armée de Catlino et de La Roche-Jacquelin. On ne sait pas si Ismer, j'ai cherché, mais c'est pas tout à fait confirmé. Donc on ne sait pas s'il a directement participé à ce combat, mais on peut dire que 72% des cuirassiers légers ont été décimés, ont été tués au combat, 80 sur 110, ce qui est beaucoup, tandis qu'une grande partie des Suisses et des Allemands de la Légion ont déserté pour prendre rang chez leurs adversaires. Après cette lourde défaite, la Légion germanique est dissoute, parce qu'elle n'a pas fait ses preuves finalement, et Ismer et les restes de la cavalerie, qui n'ont pas tourné Kazakh, sont envoyés à Amboise pour former un régiment de chasseurs à cheval. Et finalement, ce régiment va fusionner avec le 11e Hussard, un régiment de cavalerie légère. Vous pouvez voir l'uniforme derrière moi. Dans cette nouvelle unité, Ismer continue à combattre en Vendée. Le 3 juin 1794, il se distingue à Châlons, c'est-à-dire à 100 km au nord-ouest de La Roche-sur-Yon, contre l'armée de Stofflet. Et il a fait partie de ces hussards qui ont chargé leurs adversaires en y semant une terreur panique dans leur rang. Et c'est là que Ismer reçoit sa première blessure par balle, une balle qui vient s'écraser sur le haut de son nez. Après un temps de convalescence, il participe aux opérations de pacification en Vendée dirigées par le général Hoche. Contrairement à ses prédécesseurs, le général Hoche mène une politique plus habile et plus conciliante avec les populations, en constituant des colonnes mobiles qui sillonnent la région. En 1795, le 11e Hussard est envoyé renforcer l'armée du Rhin, et donc, ayant combattu jusque-là dans une guerre civile que beaucoup de soldats exécraient, Ismer va être désormais confronté à des armées plus conventionnelles, mais aussi plus aguerries, mais dans une région qu'il connaît mieux. Cette mutation à l'Est fait partie du plan proposé par Lazare Carnot, qui était un des directeurs qui composait le directoire. Vous pouvez voir la carte derrière moi. Et donc, le plan de Carnot visait à terminer la guerre avec les puissances européennes. Ce plan consistait à attaquer en force en Allemagne avec l'armée du Rhin de Moreau, que vous voyez avec la souris, et parallèlement avec l'armée de Sambre-et-Meuse du général Jourdan.
Et donc les deux armées se suivraient en parallèle pour avancer vers le sud de l'Allemagne. Et plus au sud, retrouver l'armée d'Italie d'un certain général Bonaparte, mais lui, sa mission n'était que de faire diversion. Bon, on sait, pour ceux qui connaissent l'histoire, on sait ce qui est advenu de ce plan. L'offensive en Allemagne fut contrariée, tandis que l'Italie devint le théâtre d'opération principal. Ce qui n'a pas empêché le 11e hussard de se distinguer sous les ordres du général Gouvion-Saint-Cyr. Ainsi, le régiment de Pierre Ismer a été chargé à plusieurs reprises de la poursuite des Autrichiens jusqu'à Munich, bon, ce qui était normal puisque c'était les missions généralement dévolues à la cavalerie légère. Mais faute d'être soutenue par l'armée sambre-et-meuse qui était bloquée par les Autrichiens, l'armée du Rhin avait dû battre en retraite jusqu'en Alsace afin de ne pas être tournée par l'ennemi. Et acculé sur les bords du Rhin, le régiment d'Ismer s'illustre dans la défense de Kehl, c'est la ville qui se trouve en face de Strasbourg, séparée par le Rhin. Et puisque la ville de Kehl était à ce moment-là l'un des derniers points d'appui avec Hunin beaucoup plus au sud, côté de Bâle, c'était l'un des derniers points d'appui que avait l'armée française sur la rive allemande du Rhin. Après cela, le 11e hussard est envoyé cantonner à Vesoul en Haute-Saône pour prendre du repos et se reformer. Puisqu'entre-temps, la paix a été signée à Campo Formio le 18 octobre 1797 par Bonaparte avec les Autrichiens. Du moins, on pensait tant que la paix était signée, mais la paix générale devait être ratifiée lors d'un congrès européen à côté de Rastatt, à côté de Baden-Baden, au nord de l'Alsace, mais sur la rive allemande. Au printemps 1798, le 11e hussard est transféré à l'armée d'Helvétie, c'est-à-dire en Suisse, avant d'intégrer en 1789 l'armée d'Italie du général Scherer, qui venait d'être chassé du ministère de la Guerre pour malversation. Et puisqu'à ce moment-là, une deuxième coalition européenne venait de se former contre la France, l'obligeant à mettre ses armées sur le pied de guerre depuis la Hollande jusqu'à l'Italie, puisque vous aurez deviné que le congrès de Rastatt a été un échec. C'est en Italie que l'armée austro-russe du général Suvarov porte son attaque. Le général Scherer, qui commande l'armée d'Italie, choisit alors de prendre l'offensive. Le 26 mars 1799, un affrontement a lieu du côté de Vérone, à Pastrengo, et dans lequel Ismer reçoit sa deuxième blessure. 2 coups de feu dans la partie supérieure de l'humérus. Si le combat est gagné, Scherer est toutefois obligé d'ordonner la retraite pour éviter d'être tourné par l'ennemi. Cette retraite se fait dans des conditions très difficiles en raison des chemins défoncés par le mauvais temps qui avait rendu ces chemins impraticables. Convalescent, rappelons donc Ismer a été blessé, convalescent, Ismer ne participe pas à la suite de la campagne, qui voit le général Scherer être limogé et remplacé par le général Moreau, qui avait commandé l'armée du Rhin, mais il ne fait guère mieux que son prédécesseur. Résultat final, l'Italie est perdue, et l'armée est ramenée sur les contreforts des Pyrénées. Seule la victoire du général Masséna à Zurich, en septembre 1799, sauve la France de l'invasion. Au terme de cette campagne, le 11e hussard a fini fortement éprouvé, ne comptant plus qu'une centaine de personnes de valides. Et une nouvelle réorganisation s'impose, et c'est durant celle-ci qu'Ismer est promu chef d'escadron en juillet 1799, récompensant ainsi sa bravoure. Quelques mois plus tard, le 18 Brumaire, c'est-à-dire en calendrier grégorien 9 novembre 1799, Bonaparte arrive au pouvoir et devient premier consul. L'une de ses premières décisions est de mettre un terme à la guerre en Europe et en premier lieu avec l'Autriche, dernière puissance continentale belligérante. Continentale, je ne parle pas d'Angleterre, continentale. Il charge ainsi l'armée du Rhin de Moreau d'attaquer par l'Allemagne, tandis que lui-même prendrait l'offensive en Italie avec son armée de réserve, pour épauler Masséna enfermé d'Angers, comme vous pouvez voir sur la carte. Bonaparte, c'est avec l'armée de Bonaparte que le premier hussard franchit le col du Grand Saint-Bernard. Vous avez ici. Et donc le 11e hussard franchit le col du Grand Saint-Bernard, et d'ailleurs c'est Ismer qui commande son régiment à ce moment-là, puisque le colonel de l'époque, le colonel Avis, venait d'être relevé de ses arrêts. Et le colonel, on avait confié au colonel les 2 escadrons qui retardataires, et ces 2 escadrons ont à peine franchi les Alpes quand aura lieu la bataille de Marengo.
De fait, c'est avec un demi-régiment qu'Ismer pénètre dans le Piémont. Le 26 mai 1800, Ismer repousse les Autrichiens du côté de Chiusela au nord de Turin, où il se distingue à la tête de l'avant-garde commandée par le général Murat. Le 8 juin, sur la route de Plaisance, donc beaucoup plus au sud, Ismer et ses 200 hussards renversent ces mêmes Autrichiens après un mouvement tournant bien exécuté. Il fait ainsi 800 prisonniers et prend 2 pièces de canon. Ce fait d'armes lui vaut les éloges de Murat dans son rapport, qui s'y connaissait en cavalier. Le 14 juin, il combat à Marengo, à la tête de son régiment, comme je l'ai dit. C'est lui qui éclaire la marche des troupes du général de Zé, arrivé en renfort et qui renverse le cours de la bataille auparavant mal engagée. Cette victoire de Bonaparte à Marengo, conjuguée, il ne faut pas l'oublier, avec celle de Moreau à Hohenlinden le 3 décembre 1800, force les Autrichiens à signer la paix de Lunéville en 1800. Désormais, toute seule, l'Angleterre est forcée de signer la paix d'Amiens en 1802, et ainsi le continent est en paix pour la première fois depuis 10 ans. À l'issue de cette campagne, Ismer est muté au 2e régiment de carabiniers, qui ressemble beaucoup à la gendarmerie impériale à l'époque, des uniformes. Et donc le 2e régiment de carabiniers était une troupe d'élite de la cavalerie lourde, mais à ce moment-là, comme vous pouvez voir derrière moi, il n'était pas encore doté de cuirasses. Il faut attendre la fin de la campagne de 1809 pour que le général Dansotti demande à Napoléon de les doter en cuirasses, comme les cuirasses. En 1804, il fait partie des premiers membres de la Légion d'honneur nouvellement créée par Napoléon, récompensant à l'origine tous les hommes civils comme militaires ayant rendu des services éminents à la nation. Envoyé en garnison à Lille, Ismer apprend en 1805 que son régiment est compris dans la réserve de cavalerie de la Grande Armée commandée par le maréchal Murat. Une nouvelle campagne se préparait alors depuis que la paix avait été rompue sur le continent. En effet, l'Angleterre avait repris les hostilités en 1803 et s'ingéniait à trouver des alliés en Europe pour faire barrage à la puissance française. Grâce à ce qu'on a appelé ironiquement la cavalerie de Saint-Georges, c'est-à-dire en finançant l'effort de guerre de ses alliés, la Russie et l'Autriche entrent en guerre contre la France. On retrouve ainsi Ismer le 2 décembre à Austerlitz. Son régiment participe à la charge de Murat qui coupe l'aile droite ennemie en 2. Cette bataille est devenue la victoire napoléonienne par excellence, contraint l'Autriche à demander la paix, mais l'armée française a à peine le temps de prendre ses quartiers d'hiver que la Prusse, jusqu'alors neutre, entre en guerre en 1806, poussée par l'Angleterre. Il s'ensuit alors une campagne éclair qui va détruire en quelques semaines seulement l'armée prussienne, considérée jusque-là comme la meilleure d'Europe. Ismer arrive trop tard pour participer à la bataille d'Iéna, le 14 octobre 1806. Mais dès le lendemain, il se lance dans une course-poursuite jusqu'à Berlin, qui va le conduire à Varsovie, où il va prendre ses quartiers d'hiver. La Russie, après la chute de la Prusse, la Russie est restée alors à ce moment-là le seul pays continental, encore une fois, en guerre. Ismer ne participe pas à l'effroyable bataille d'Eylau, ici le 8 février, février 1807, mais en revanche, 3 mois plus tard, il devient à 39 ans colonel et chef de corps du 2e Dragon. Après les hussards, unité de cavalerie légère, les carabiniers, unité de cavalerie lourde, Ismer découvre les dragons, unité de cavalerie de ligne. Ces régiments dataient de Louis XIV et avaient la particularité de pouvoir se battre à la fois à pied et à cheval. On leur assignait souvent des missions de reconnaissance ou de pacification des territoires occupés, ce qui sera sa principale mission lorsque le régiment sera en Espagne. Incorporé dans la division La Tour-Maubourg, je vais vous montrer le dragon, à quoi ça ressemblait. Intégré dans la division La Tour-Maubourg, Ismer se distingue tout de suite à la tête de son régiment contre les Russes à Iceberg le 10 juin, puis surtout à Friedland le 14 juin 1707. Donc, on se retrouve toujours au nord de la Pologne actuelle. La bataille de Friedland est une bataille décisive qui contraint le tsar à signer la paix de Tilsit.
Très apprécié par son supérieur la Tour Maubourg, Ismer est promu sur sa recommandation officier de la Légion d'honneur. En octobre 1808, il est fait baron de l'Empire par Napoléon. Et dès lors, on remarque dans sa correspondance, pour les papiers qui sont venus jusqu'à nous, Ismer ajoutera frauduleusement sur ses papiers la particule. Donc il signera Pierre d'Ismer. Mais ce n'était pas le seul à l'époque à faire ce genre d'entorse à l'héraldique et à la noblesse. En novembre 1808, il rejoint son régiment dans la péninsule ibérique, où il va rester plus de 5 ans à lutter contre les insurgés espagnols et l'armée britannique. Notons qu'un escadron du 2e dragon va rester en Allemagne. C'est dans celui-ci que sera tué le capitaine Georges Ismer, le propre frère de Pierre, à Leipzig, en octobre 1813. En Espagne, Ismer ne tarde pas à se mettre en valeur dans le premier corps d'armée du maréchal Victor, qui entend mettre un terme à la menace que laissaient peser les restes de l'armée espagnole écrasés en novembre 1808 à Tudela. Et on retrouve Ismer le 13 janvier 1809 à Uclés, au sud-est de Madrid. Ici. Pardon. Zut. Voilà. Au sud-est de Madrid. Et lors de cette bataille, le 2e dragon anéantit à lui seul un régiment espagnol après sa charge, faisant le reste prisonnier. Le 28 mars, on le retrouve en Extremadure, à Medellín, où il contribue à la victoire et reçoit sa 3e blessure, cette fois-ci à la poitrine. Les 27 et 28 juillet 1809, plus au nord, à Talavera, sous une chaleur étouffante, Ismer est à nouveau blessé par un éclat d'obus anglais. Cette bataille sanglante, restée sans vainqueur, oblige toutefois l'armée britannique du général Wellesley, qui est le futur duc de Wellington, à retraiter vers sa base portugaise. L'année 1810 voit son régiment être engagé dans les opérations du siège de Cadix, tout au sud de l'Espagne, toujours mené par le maréchal Victor. Ismer est notamment chargé de couvrir les arrières des incursions anglo-espagnoles. Lors de la bataille de Chicana Barossa le 5 mai 1811, il tient le canal de Sancti Pietri, qui sépare Cadix du continent, puisque Cadix, la plupart de la ville, est sur une île. Afin d'empêcher la garnison espagnole de prendre en étau l'armée française avec son allié anglais. Si à la fin de la journée le maréchal Victor est battu, Ismer repousse avec seulement 80 dragons un parti de 300 cavaliers ennemis qu'il met en déroute. Peu de temps plus tard, il passe à l'armée d'Andalousie commandée par le maréchal Soult. Les missions d'Ismer ne changent guère, puisque Anglais et Espagnols possédaient dans ce secteur de l'Espagne, donc le sud toujours, des points d'appui qui leur permettaient de ravitailler à loisir la guérilla et de menacer les arrières de l'armée impériale. L'un de ces points d'appui s'appelle toujours Tarifa, à côté de Gibraltar, tout au sud. Une colonne armée avait été envoyée la prendre, commandée par le général Leval, qui était parti de Grenade, la ville de Grenade. Mais cette colonne a été harcelée de toutes parts, elle a subi des pluies torrentielles, on était alors au mois de décembre, et sa petite troupe échoue à prendre la ville. Elle est sur le point d'être anéantie par les Anglais, sans l'arrivée opportune du 2e dragon. Ismer était alors parti de Grenade, à marche forcée, à travers des rivières en crue, pour arriver 3 jours plus tard pour ravitailler les assiégeants qui étaient devenus assiégés. Et cette action de sauvetage vaudra à Ismer d'être cité à l'ordre de l'armée et de son régiment. Quelques mois plus tard, le régiment d'Ismer est contraint de quitter Andalousie avec l'armée de Soult, qui avait dû retraiter vers le nord, puisque l'armée britannique à l'époque n'était que marquis de Wellington. La victoire de marquis de Wellington aux Arapis à côté de Salamanque le 22 juillet 1812, donc plus au nord, vous voyez sur la carte. La victoire de Wellington avait ouvert la route de Madrid et avait contraint le roi d'Espagne de l'époque, Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, avait contraint donc le roi Joseph à partir de Madrid. Mais finalement pour peu de temps, puisqu'au mois d'octobre, Wellington est tenu en échec à Burgos, et contraint par les renforts français et conjugué à la mauvaise saison, tout cela oblige Wellington à retraiter une nouvelle fois vers sa base portugaise. Et c'est durant cette retraite que son armée, l'armée de Wellington est attaquée, le 14 novembre du côté de Monstarbès,
près des Arapilles, là où l'armée française avait été écrasée 4 mois plus tôt. Mais à cause du brouillard et du mauvais temps, le combat se résume à un simple engagement de cavalerie. Mais Ismert fait une nouvelle fois preuve de sa bravoure habituelle en finissant démonté, c'est-à-dire avec un cheval tué. Ce nouvel acte de bravoure lui vaut d'être promu général de brigade en février 1813. Malgré cette promotion, il va rester à l'armée d'Espagne. On lui confie une brigade de cavalerie dans laquelle il a le plaisir de retrouver son 2e dragon, à peine quitté, auquel s'ajoute le 4e dragon et le 26e dragon. C'est à la tête de cette brigade qu'il participe le 21 juin 1813 à la bataille de Vitoria, au Pays Basque espagnol, comme vous pouvez voir tout en haut de la carte. Bataille qui scelle la fin de la présence napoléonienne dans la péninsule ibérique. Après cette défaite, le maréchal Soult est chargé par Napoléon de remettre de l'ordre dans l'armée d'Espagne, mais celui-ci doit se rendre à l'évidence et il n'a plus les moyens de reprendre l'offensive, puisque Napoléon lui prélève jour après jour des contingents de soldats aguerris qui partent renforcer son armée en Saxe. Et donc l'armée d'Espagne est désormais sur la défensive, en infériorité numérique, et Soult fait de son mieux pour se défendre et se retire lentement vers la Nive et vers la Dour. Et c'est ainsi que la brigade d'Ismert prend ses quartiers dans les Landes, qui est, comme le reste de l'armée, comme ce va faire le reste de l'armée d'Espagne, va mettre le département en coupe réglée. Puisque en Espagne, l'armée avait pris de mauvaises habitudes et du fait des carences du ravitaillement, et l'armée ne fait pas de différence entre l'Espagne et les départements français. C'est au cours de l'un de ces cantonnements que le général Ismert fait la connaissance d'Émilie de Poudens. Celle-ci, âgée de 24 ans, est la fille du comte Henri de Poudens, un ancien général de l'Ancien Régime, qui avait commandé le régiment de Touraine lors de la guerre d'indépendance américaine, et qui était depuis 1809 le maire d'Arengos, bien qu'il résidait le plus souvent à Dax. Alors, pour vous dire ce qu'était la famille de Poudens, c'était une famille d'ancienne noblesse d'épée, qui avait fourni à la France un maréchal, plusieurs généraux, 3 archevêques. Le propre frère d'Émilie, le capitaine Léonard de Poudens, futur conseiller général après la révolution de 1830, servait à ce moment-là comme aide-de-camp du général Lamarque en Catalogne. Entre Émilie de Poudens et Pierre Ismert, un mariage est rapidement conclu et célébré au château de Castillon que vous connaissez. Le mariage est conclu le 27 novembre 1813. Alors pour Ismert, c'est une belle promotion sociale, qui nantit de sa gloire militaire et de son titre de baron d'Empire, faisait son entrée dans l'ancienne noblesse, et parmi les notables, bien sûr. Pour assurer son nouveau statut, Pierre Ismert va acheter à son beau-père, en octobre 1813, le château de Castillon, qui était dans la famille de Poudens depuis le XVIIe siècle. Mais il semble que Ismert n'ait pas fait une bonne affaire, puisque le château était à ce moment-là en mauvais état. Son nouveau beau-père ne lui avait pas fait non plus de cadeau, puisqu'il a dû débourser 250 000 francs, dont 40 000 comptants, le reste a été étalé sur 6 ans. Toutefois, la lune de miel entre les deux époux ne va pas durer longtemps, puisqu'en janvier 1814, les dragons d'Espagne sont en effet envoyés en Champagne, renforcer la petite armée de Napoléon, 60 000 hommes, qui manquent de soldats expérimentés, puisque les coalisés ont franchi le Rhin, donc le pays est envahi, et l'armée coalisée a plus de 500 000 hommes, c'est énorme le rapport de force. Et on retrouve Ismert le 17 février du côté de Mormant, à côté de Melun, plus précisément à Nangy, à 7 km, où il charge avec succès avec ses dragons, détruisant au passage un carré russe. 10 jours plus tard, pour ce qui sera son dernier combat à Bar-sur-Aube, il rencontre une résistance bien plus coriace, car l'armée française doit se battre à 1 contre 2. Ismert va charger à 3 reprises sans succès l'artillerie russe, perdant en moins d'un quart d'heure près de 400 chevaux. Et à la fin de ce combat, l'armée impériale va profiter de l'obscurité pour se replier. Et malgré les prouesses de Napoléon lors de cette campagne, on peut citer les victoires de Brienne, de Champaubert, de Montmirail, Château-Thierry, etc. Il était devenu difficile de repousser les coalisés à cause de leurs Normands. Après la capitulation de Paris le 31 mars 1815, la brigade d'Ismert est comprise dans le corps d'armée du maréchal Marmont, qui était entré à ce moment-là en négociation avec les Austro-Russes,
Le corps du maréchal Marmont pour protéger Paris à ce moment-là. Mais comme chacun sait, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire napoléonienne, ce corps d'armée va faire défection, et ce qui va prouver aux coalisés que toute l'armée française n'était pas soudée derrière son chef. Et d'ailleurs, Napoléon va abdiquer quelques jours plus tard, le 6 avril. Le retour, l'abdication de Napoléon consommée, le retour des Bourbons acté et de Louis XVIII, le frère de Louis XVI, Ismer va retrouver rapidement un poste dans l'armée à une époque où les places étaient devenues chères, puisque le retour de la paix n'imposait plus à la France d'avoir sur les drapeaux 1 million d'hommes. Beaucoup de régiments vont être dissous, et beaucoup de soldats vont être renvoyés sans ménagement dans leur foyer, tandis que donc, voilà, des régiments vont être supprimés, et ce qui va entraîner une surreprésentation des officiers. Et c'est grâce aux relations qu'avait son beau-père, le comte de Coudens, à la cour de Royal, qu'Ismer va être nommé le 25 mai 1814 commandant du département des Landes. De par son mariage et ses fonctions, Ismer s'intègre parfaitement dans la société landaise. Il devient même l'ami du préfet des Landes, qui était lui-même landais, ce qui était une entorse au règlement de l'époque, le comte de Carrère de Loubert, dont la famille était originaire de Saint-Martin-d'Aunay, donc près d'ici. En octobre 1814, il reçoit la croix de chevalier de Saint-Louis, ordre militaire qui était censé supplanter la Légion d'honneur. Et comme beaucoup, en 1815, il va être surpris par le retour de Napoléon qui a débarqué le 1er mars 1815 au golfe Juan. Comme beaucoup également, il va être attentiste devant les événements, attendant de savoir est-ce que c'est le roi qui va gagner où Napoléon va le renverser. Et puis finalement il apprend l'entrée de Napoléon à Paris le 20 mars 1815, et Ismer avec plusieurs généraux du sud-ouest en poste dans le sud-ouest vont signer une adresse où ils vont se réjouir du retour de Napoléon. On peut réellement penser alors qu'il avait gardé des sentiments pour son ancien souverain, car rien ne l'obligeait à cette époque-là à afficher publiquement son soutien. Il pense même à reprendre du service actif, après tout il n'a que 46 ans. Toutefois, Napoléon va le confirmer dans ses fonctions administratives, puisqu'il est, comme je l'ai dit, commandant du département des Landes. Mais sa cohabitation avec le nouveau préfet impérial, puisque Carrère de Loubert n'a pas accepté le régime, et le nouveau préfet impérial, qui a à peine 25 ans, c'est son premier poste, avant il avait été sous-préfet à Soissons, Charles-Jean Harel, sa cohabitation ne va pas bien se passer. Puisque celui-ci est beaucoup plus indicatif, il va prendre des mesures énergiques, notamment contre les royalistes, et qui restent pour lui une menace. Aussi, le général Clausel, qui commande la 11e division militaire à Bordeaux, lui envoie également des ordres sévères, et qui vont dans le même sens que le préfet. Ismer, lui, est beaucoup plus modéré, et il essaie de louvoyer entre les ordres et sa conscience, et donc il se retrouve en porte-à-faux. Le préfet finit d'ailleurs par le destituer et le placer sous surveillance à Bayonne, alors que Napoléon avait appliqué pour la seconde fois le 22 juin 1815. Alors cette situation était due du fait de la lenteur des communications qui avait retardé la nouvelle. Ismer réussit toutefois à s'évader et à rejoindre Mont-de-Marsan le 16 juillet, où la nouvelle du retour de Louis XVIII s'était répandue. Grâce à des soldats qui lui étaient restés fidèles, il fait arrêter le préfet qui est cueilli dans son lit et qui est envoyé à Auch. Pour peu de temps, puisqu'Ismer va être décrété d'arrestation par le général Clausel, qui a pris la nouvelle, et les gendarmes qui n'avaient pas encore raillé le roi sont lancés à sa poursuite, et il va se cacher quelque temps. Et puis il faut attendre donc, le 26 juillet pour que tout redevienne normal, que Ismer soit réinstallé à son poste, que le comte de Damas, qui est le représentant du duc d'Angoulême, neveu du roi, qui était à ce moment-là chargé des départements méridionaux. Le comte de Damas n'a pas de mots pour louer la conduite d'Ismer durant les 100 jours, donc retenez bien, ça va avoir de l'importance. Et on peut penser, alors que à ce moment-là, que Ismer va replonger dans la routine de sa subdivision. Mais c'était sans compter sur la réaction royaliste qui allait perdurer entre juillet et décembre 1815 dans les départements méridionaux, à un moment où le gouvernement royal et les autorités locales n'avaient pas encore repris la main sur leur administration.
Cet épisode est connu sous le nom de Terreur Blanche, et en fait cet épisode il faut l'ancrer dans un temps plus long, hein, c'était le dernier acte d'une montée aux extrêmes dans le sud de la France que connaissait le sud de la France depuis les dernières années de l'Empire. Et en 1815, ceux qu'on appelait les ultra-royalistes, hein, plus royalistes que le roi, voulaient châtier tous ceux de près ou de loin avaient servi Napoléon lors des 100 jours. Alors même si les Landes ont été relativement épargnées par les violences, une épuration a tout de même eu lieu, mais ailleurs ça a été beaucoup plus dramatique. On pense à la colonie de Mamelouks qui avait été installée, c'était des Égyptiens qui avaient été installés à Marseille, qui ont été tous massacrés. On pense aux Verdets, c'est-à-dire les Verdets, c'était les partisans du comte d'Artois, le frère de Louis XVIII, qui, dans l'Hérault, ont massacré des protestants. Alors là, ça tournait plus à la guerre de religion. On pense aux morts célèbres du maréchal Brune à Avignon, hein, qui est massacré par la foule et son corps est balancé dans le Rhône. On pense au général Ramel à Toulouse, ou aux frères Fauché à La Réole, hein, qui ont été condamnés après un jugement sommaire. Et c'est dans ce climat tendu qu'une enquête de police est diligentée pour faire la lumière sur l'attitude du général Ismer durant les 100 jours. Alors que, rappelons-le, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le représentant du duc d'Angoulême avait loué son action. Entre deux, donc, le contexte avait changé, et donc on n'est guère surpris que l'enquête avait conclu à une duplicité d'Ismer durant les 100 jours. Alors, à sa décharge, beaucoup à ce moment-là en France étaient dans le même cas de figure, avaient essayé de ménager le fièvre et le chou. Rappelons aussi que la France venait de connaître en même pas 2 ans 4 régimes différents, c'est-à-dire la chute de l'Empire, première restauration, les 100 jours, donc le retour de l'Empire, et la deuxième restauration, ce qui avait mis à rude épreuve les fidélités des militaires, comme de l'administration, comme de la magistrature. Et à cette accusation, il est également suspecté d'avoir gardé des contacts avec des hommes notoirement bonapartistes, dont le maire de Mont-de-Marsan de l'époque, qui avait été nommé lors des 100 jours. Toujours est-il que la sanction tombe. En octobre 1815, Ismer est démis de son commandement, et en février 1816, il est mis à la retraite à l'âge de 47 ans. Alors Ismer va demander à plusieurs reprises sa réintégration. Il va notamment solliciter ce qu'il pensait être son ami, le préfet Carrère, qui avait repris son poste. Mais celui-ci était devenu un ultra-royaliste et avait préféré plutôt le charger auprès du gouvernement. Son beau-père, le comte de Poudins, il ne pouvait plus l'aider puisqu'il était mort en 1814, et le fils du comte, Léonard, était mal vu par la cour puisque en 1814, il avait été jugé par le maréchal Suchet, qui commandait l'armée de Catalogne, il avait été jugé comme un dangereux républicain, donc ce qu'il avait complètement, entre guillemets, grillé auprès de la cour. Ismer va plaider directement sa cause à Paris, mais il va rien obtenir du ministre de la Guerre. Alors il se fixe dans son château de Castillon, où son épouse va lui donner 2 enfants. Le premier, Agénor, né en 1815, et le second, Stephen, en 1818. Stephen sera plus tard conseiller municipal à Garin. Pierre Ismer sera également conseiller municipal à Ringos sous la Restauration. Des difficultés matérielles vont empoisonner son quotidien. Sa maigre retraite ne va pas lui permettre de régler la somme qu'il devait à sa belle famille, hein, parce que vous savez, il avait acheté son château plus ou moins à crédit, et d'autant que les revenus qu'il tirait de son domaine semblent être insuffisants, ou alors qu'il était un piètre agronome. Tout ceci l'a obligé à s'endetter, et il pensait à vendre son château lorsque la mort vient le surprendre. Le 20 septembre 1826, il avait 58 ans. La suite a été un long chemin de croix pour sa famille. En tant qu'épouse, la baronne Ismer n'avait d'autre ressource que la pension de retraite d'une veuve de général et les aréas de la Légion d'honneur de son mari, au bas mot, qui faisait 1500 francs. C'est à cette époque-là que son cousin, le cousin de la baronne Ismer, Théophile Gautier, connu, regard de Tarbes, séjourne au château qu'il décrit comme le château de la misère dans son célèbre roman Le Capitaine Fracasse, qui ne sera publié toutefois qu'en 1863. Et j'ai mis en bas de la diapo les premières phrases de son roman. Sur le revers d'une des colonnes décharnées qui bossuent les Landes entre Dax et Mont-de-Marsan, s'est levée sous le règne de Louis XIII une de ces gentilhommes si communes en Gascogne et que les villageois décorent du nom de château.
La baronnie Smer est finalement forcée de vendre le domaine de Castillan en 1838 et déménage avec ses enfants à Garin. Mais la vente du domaine va s'éterniser et au point qu'il va être saisi par la justice, vendu par adjudication à un prix dérisoire en 1840, puisque personne n'a enchéri. Et ça laisse à penser que les principaux créanciers s'étaient mis d'accord pour acheter le domaine au rabais. La baronnie Smer va décéder à Garin en 1856. Le fils aîné du général Smer, Agénor, va partir vivre à Morsins avant de mourir à Garin en 1842 à l'âge de 27 ans. Stephen va mourir à Garin en 1874 à 56 ans. Ils ont décoré Paris, les fiers dragons de Noailles, avec les drapeaux ennemis. Ils ont décoré Paris. L'on l'a, laissez-les passer. Les Français reprennent la Lorraine. L'on l'a, laissez-les passer. Ils ont eu du mal à